Kwadjoudi. Je vous souhaite la bienvenue au cours de Monnaie, Banque et Institutions Financières. J'ai le privilège de vous accompagner dans l'étude de ce domaine tout au long des 6 prochaines semaines. Je travaille en tant que consultant au sein d'une institution financière qui se charge de collecter des fonds pour financer le secteur agricole ici en Côte d'Ivoire, particulièrement sur un projet financé par l'Union européenne. Ma carrière a commencé effectivement dans les institutions financières. J'ai commencé au niveau de la Banque africaine de développement. J'étais au niveau de l'unité de risque et nous étions chargés d'évaluer les 53 nations africaines et les classer selon le risque d'investissement dans ces différents pays. Ça nous donnait de les évaluer en fonction de tous les indicateurs économiques, macroéconomiques que vous connaissez et qu'on va étudier et utiliser simplement tout au long de ce cours. Et je suis très intéressé et très motivé à vous accompagner dans cette étude. Je pense que chacun d'entre nous a reçu le plan de cours qui nous détaille un peu tout ce que nous allons étudier tout au long des 6 semaines pendant lesquelles nous allons parcourir ce cours de monnaie, banque et institutions financières. L'objectif général de ce cours en particulier, c'est de vous aider à développer vos capacités à comprendre le fonctionnement des marchés financiers mondiaux. Vous aider également à expliquer l'occurrence de certaines crises financières mondiales qui se produisent et d'analyser et d'interpréter les conséquences de l'intégration des nations au sein d'unités monétaires comme l'Union européenne et la CEDEAO. Enfin, dans cette optique-là, le cours va vous aider essentiellement à analyser les différents outils financiers, le rôle des différentes banques centrales dans les marchés financiers et monétaires. On va également avoir à étudier le marché de change, le système financier international et divers outils financiers qui vont nous être utiles dans l'étude pratique du fonctionnement des produits financiers et des marchés financiers. Enfin, nous allons avoir l'étude de la macroéconomie monétaire. L'objectif spécifique de ce cours, je tiens à vous les rappeler, c'est de vous aider à décrire l'objectif financier de l'entreprise et des marchés financiers, avoir la maîtrise et la compréhension des décisions prises par les banques centrales, avoir une bonne connaissance du fonctionnement des marchés financiers, connaître la structure du système financier, comprendre les origines des crises financières, connaître le fonctionnement des banques, des institutions financières et non financières, connaître le rôle de la monnaie dans les fluctuations économiques, connaître et interpréter les périodes d'inflation et de déflation, connaître la dynamique de la monnaie et du taux d'intérêt, maîtriser les notions de politique monétaire et budgétaire et leur dynamique dans une économie. Enfin, connaître le fonctionnement du marché des changes et le système financier international. Pour atteindre tous ces objectifs, nous avons à peu près une vingtaine de chapitres qui vont s'étaler sur une trentaine de séances ensemble. Et parmi ces trentaines de séances, on a 6 séances qui vont concerner nos examens intermédiaires. Effectivement, il y en a 6. Et un chaque semaine, comme on en a l'habitude, chaque vendredi, nous aurons un examen qui va sanctionner tout ce qu'on aura appris tout au long de la semaine. Et le calendrier de ces examens vous est indiqué dans votre plan de cours. Donc le premier examen qui aura lieu le vendredi 13 novembre, le second le vendredi 20, le troisième le vendredi 27, le quatrième le vendredi 4 décembre, le cinquième le vendredi 11 décembre, et le 6e le vendredi 18 décembre 2020. À la fin, on aura un examen final qui va clôturer tout cela. Donc je vous souhaite la bienvenue à chacun et j'espère qu'on va se donner ensemble pour étudier ce sujet qui est assez passionnant et j'espère vous communiquer cette passion tout au long de cette séance. Merci. Pourquoi étudier la monnaie, les banques et les marchés financiers? En effet, on se demande qu'est-ce qui pourrait nous motiver à étudier toutes ces choses? Quel est le lien entre nous et un taux d'intérêt déclaré par une banque centrale? Quel est le lien entre notre vie, les décisions que nous prenons chaque jour, et un taux d'inflation? Qu'est-ce que ça veut dire, taux d'inflation? Quelle est l'implication du fait que les prix augmentent sur le marché? Quelle est l'implication du fait que les cours sur les marchés boursiers sont en train de monter ou descendre? Quelle est l'influence que les décisions prises par les États de créer une nouvelle monnaie peut avoir sur notre quotidien et sur la vie d'une entreprise? Tout le long de ce cours, nous allons essayer de répondre à ces diverses questions.
Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir en quoi est-ce si important, si nécessaire, si décisif de bien comprendre la monnaie, les banques et les institutions financières. La première question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi étudier les marchés financiers. La deuxième question qu'on va regarder, c'est pourquoi étudier les institutions financières et l'activité bancaire. La troisième, c'est de savoir pourquoi étudier la monnaie et la politique monétaire. Ensuite, nous allons voir pourquoi étudier la finance internationale. Et pour finir, on va voir sous quelle méthode cette étude va se mener tout au long du cours, la démarche qu'on aura adoptée. Et en annexe, on verra, on rappelle certains indicateurs macroéconomiques qu'on a utilisés qui vont être utiles tout au long du cours pour mieux comprendre les relations que nous allons définir. En première question, pourquoi étudier les marchés financiers? Qu'est-ce qu'un marché financier? C'est simplement le lieu de transfert de fonds entre des agents qui en disposent en excès vers des agents qui en manquent. Tout simplement dit, c'est un espace où on essaie de mettre ensemble, mettre en relation ceux qui ont de l'argent et qui ne veulent pas l'utiliser ou qui ne trouvent pas la nécessité de l'utiliser aujourd'hui, avec ceux qui en ont réellement besoin aujourd'hui. Ça peut être un investisseur ou un entrepreneur comme vous, qui veut créer une entreprise et qui a besoin de capital pour démarrer, qui a besoin de financement pour lancer son projet. La question, où va-t-il trouver de l'argent? Où va-t-il trouver ce financement? C'est sur ce lieu qu'on appelle le marché financier. De même, il y a quelqu'un qui peut avoir de l'argent, qui a un salaire très important et qui ne consomme que peut-être la moitié de son salaire pour vivre, et ça lui suffit. L'autre moitié, qu'est-ce qu'il en fait? Certains décident de l'épargner, de le mettre à part pour attendre un besoin futur. Mais cet argent épargné peut être utile à quelqu'un qui en a besoin. La question, comment on les met en relation pour que celui qui en a besoin utilise ses fonds en attendant que celui qui les a épargnés puisse les réutiliser. Et le marché financier est l'espace qui nous permet d'opérer ces transferts de fonds-là. Donc les marchés financiers, en ce sens, jouent un rôle décisif car ils nous permettent de parvenir à une plus grande efficacité économique. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas utiliser tout l'argent qu'ils ont de façon productive. Après avoir utilisé la moitié de son salaire, il lui reste une moitié. Qu'est-ce qu'il en fait? Certains laissent sur eux cet argent, d'autres le placent sous le lit. On a envie de dire que c'est une ancienne tradition. Mais il y a certains qui décident de le mettre en banque. Et pourquoi décident-ils de le mettre en banque? Ils décident de le mettre en banque parce que quelque part, ils se disent c'est en sécurité et personne ne va leur voler cet argent. Et en plus, ils pourront gagner un intérêt sur l'argent qu'ils laissent en banque. Non seulement le fait qu'ils mettent cet argent en banque lui permet de le sécuriser, mais en plus, ça lui permet de gagner un intérêt dessus. En deuxième temps, le marché financier également permet à celui qui a besoin d'argent de pouvoir avoir l'argent qui lui est nécessaire pour accomplir son projet, pour réaliser un projet productif. S'il n'y a pas de marché financier, il est impossible de mettre en contact ces deux acteurs. Mais à cause d'un marché financier, aujourd'hui, c'est possible qu'on puisse se rendre dans un espace particulier, une zone particulière pour avoir de quoi financer notre projet. La deuxième chose, c'est qu'un marché financier est un facteur clé dans le développement économique. Parce que ça aide à une réalisation d'une plus grande croissance économique. Simplement dit, parce qu'il y a un marché financier, parce que ce marché permet de mettre dans un lieu où rassembler dans un espace tous ceux qui ont des fonds disponibles, ça permet et ça facilite aussi l'activité aux investisseurs, aux entrepreneurs que vous êtes. Parce que si vous savez qu'il y a un espace où tous les fonds nécessaires disponibles sont rassemblés, c'est plus facile pour vous de vous y rendre et de chercher à avoir accès à ces fonds. Alors le marché financier nous permet à nous entrepreneurs ou à quiconque, toute autre entreprise qui veut se développer, d'avoir accès à des fonds qui sont disponibles pour pouvoir développer son activité. En d'autres termes, soit accroître sa production, donc accroître ses ventes et maximiser ses profits. En ce sens-là, un marché financier facilite pour nous la réalisation d'une croissance économique. Par ailleurs, les marchés financiers également ont des effets directs sur la richesse individuelle et sur le comportement des entreprises. Simple. Si aujourd'hui, nous allons en banque et que nous voulons emprunter de l'argent pour pouvoir payer une maison, pour construire une maison pour nous-mêmes,
La première chose que nous voyons en tant qu'agent économique rationnel, on dit à quel coût ou à quel prix la banque est-elle prête à nous donner cet argent. Et ce prix est appelé taux d'intérêt. Si ce taux d'intérêt est très élevé, on ne sera pas très motivé à opérer l'achat que nous avons à l'esprit. Mais si ce taux d'intérêt est assez bas ou raisonnable, ça peut nous motiver effectivement à acquérir cette maison et pouvoir l'acquérir aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas tous les fonds nécessaires pour l'acheter au comptant. Quand il s'agit des entreprises, si elles veulent emprunter de l'argent, effectivement, le niveau de taux d'intérêt sur le marché peut la motiver à emprunter cet argent ou ne pas l'encourager à le faire. Parce que si les taux sont élevés, l'entreprise ne sera pas encouragée à emprunter de l'argent parce que le coût de cette transaction sera élevé. Mais si les taux sont favorables, l'entreprise sera motivée à aller emprunter de l'argent et pouvoir investir et réaliser son projet. Enfin, de façon particulière, au niveau des marchés financiers, il y a ce que nous appelons le marché obligataire. En effet, le marché obligataire, dans l'expression, nous avons le mot obligation, qui n'est rien d'autre qu'un titre classique de créance, de reconnaissance de dette, qui permet des paiements réguliers, mais sur une durée bien déterminée. En d'autres termes, je veux emprunter de l'argent à quelqu'un, à une banque, il me donne un titre qu'on appelle obligation, c'est comme un papier, on va le dire de façon résumée, qui va déclarer qu'ils ont emprunté auprès de moi telle somme, qui doit être remboursée sur une période bien définie, et qui va produire un taux d'intérêt qui va permettre de rémunérer cet emprunt que nous avons pris auprès de cette banque-là. Donc le marché obligataire est particulièrement important pour l'activité économique parce que c'est sur ce marché que toutes les entreprises vont emprunter. Parce que si on va emprunter, il faut un papier pour déclarer que réellement on a pris tel montant, ça nous a coûté tant et on est prêt à le rembourser à telle période. Et ce document-là est symbolisé par ce qu'on appelle une obligation. Et ces emprunts sont réalisés sur ce qu'on appelle le marché obligataire. Et ce marché-là, non seulement permet aux entreprises d'emprunter, mais en plus, elle détermine le taux d'intérêt auquel ces emprunts vont se faire. Le taux d'intérêt, comme je le disais plus tôt, c'est le coût d'un emprunt, c'est-à-dire le prix payé pour la location de fonds. Effectivement, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, il utilise la moitié de son salaire, donc il lui reste une moitié de salaire. Et la banque lui dit, viens déposer l'argent auprès de moi. En d'autres termes, la banque lui demande, prête-moi cette partie de tes revenus que tu n'utilises pas. C'est comme si la banque louait notre argent. Et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle utilise cet argent pour faire un prêt à une entreprise qui en a besoin, un prêt à un ménage qui en a besoin. Donc elle loue les fonds et elle loue à une autre entité. Et elle ne loue pas gratuitement, parce que nous n'allons pas accepter de donner gratuitement notre argent et de louer à la banque pour qu'elle puisse le fructifier pour elle. Donc en échange du fait que la banque prenne de l'argent avec nous, donc nous loue nos fonds, qui est appelé épargne, elle nous donne en échange un taux d'intérêt sur cette épargne, qui consistera des revenus d'épargne pour nous. De la même manière, celui qui vient emprunter de l'argent auprès de la banque, il va payer en retour un taux d'intérêt qui va représenter le coût de son emprunt. Et il faut savoir que ce taux d'intérêt a un impact sur la santé de l'économie. Parce que comme je le disais tantôt, ça affecte non seulement la volonté de chaque consommateur à vouloir consommer ou à vouloir acheter, mais ça affecte aussi chaque décision d'investissement des entreprises. Alors il est vraiment nécessaire pour nous d'étudier qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt, les divers taux d'intérêt qui existent, et d'étudier également leurs variations et quelle est leur relation avec les différents indicateurs économiques. Par ailleurs, pour rappel, on sait qu'une action dans une entreprise, c'est un titre ou un droit de propriété sur une part du capital de cette entreprise. On devient copropriétaire et ça nous donne un droit sur les revenus et les actifs de cette entreprise-là. Il existe également un marché pour ces actions. Effectivement, sur ce marché, on échange ces actions. On les achète et un groupe les vend. Le marché des actions, alors, est le lieu où se fait l'échange des droits au bénéfice des entreprises et où les actions se négocient. On connaît la bourse des valeurs régionale d'Abidjan, on connaît la bourse des valeurs aux États-Unis et celle à Londres et celle en Europe. Donc tous ces marchés des actions sont des lieux d'échange de ces droits de propriété et de
propriété. Le marché des actions est un facteur important pour les décisions d'investissement des entreprises, puisque le prix des actions ont un impact, les prix des actions ont un impact sur le montant des fonds qu'elles peuvent lever en vendant des actions nouvelles pour financer les dépenses liées à leur projet. Pour dire simple, je suis une entreprise et je veux construire une deuxième usine qui va me coûter, disons, grosso modo, 300 millions de francs CFA. Pour financer cette construction, j'ai deux options assez simples. Soit au niveau des actionnaires que nous sommes, nous augmentons notre capital, donc nous ajoutons des fonds supplémentaires, soit nous empruntons ces fonds auprès des marchés financiers. Dans le cas d'espèce, si nous voulons vendre nos actions, nous voulons les vendre au meilleur prix qu'elles nous coûtent aujourd'hui. Plus la valeur de l'action est élevée, plus les actions que nous allons vendre vont nous donner de dégager un profit, une marge supplémentaire qui va nous permettre de financer notre projet. Ça veut dire quoi simplement? Si je disais j'ai 300 millions et que l'usine me coûte 300 millions et que mon capital est disons à 100 millions, ça veut dire que nécessairement si j'augmente mon capital, je vais passer à 400 millions de capital. Si j'augmente mon capital de 300 millions pour pouvoir financer ce projet-là, ça veut dire que je dois prendre un certain nombre d'actions qui vont me coûter à peu près les 300 millions. Si une action coûte 100 000 aujourd'hui, j'aurai besoin à peu près de combien? De 3 000 actions, disons. Mais si le nombre d'actions coûte à peu près 200 000 chacune, ça veut dire que j'aurai besoin d'à peu près 1500 actions pour financer mon projet. En fonction du prix sur le marché, j'ai besoin d'augmenter mon capital ou pas pour pouvoir y arriver. Mieux mon action est vendue, plus rapidement je peux atteindre le financement nécessaire. Mais si la valeur de mon action est faible, ça veut dire qu'il faut que je trouve beaucoup plus de personnes pour que je vende beaucoup plus d'actions pour pouvoir y arriver. Alors, le prix de chacune des actions des entreprises est quelque chose qui est très surveillé, très observé par la presse, et ça fait l'objet de chaque actualité quand on regarde, que ce soit France 24 ou CNN. Chaque fois, on nous donne l'état des prix sur les marchés pour voir comment avance non seulement l'économie. Maintenant, nous abordons la question pourquoi étudier les institutions financières et l'activité bancaire. Il est important de savoir que sans les institutions financières bancaires et non bancaires, les marchés financiers ne seraient pas capables de transférer les fonds des agents qui épargnent à ceux qui ont des projets d'investissement. Comme on l'a vu précédemment, le marché financier permet de mettre en contact ceux qui ont des besoins de financement et ceux qui ont une capacité de financement. Donc il y a des fonds disponibles qui n'utilisent pas. Le marché financier aide à pouvoir transférer ces fonds aux entrepreneurs, aux entreprises qui ont besoin de fonds pour pouvoir réaliser leurs projets d'investissement. Alors, sans les institutions financières et sans l'activité bancaire au milieu de tout ça, rien ne serait possible. Le système financier, en réalité, est un peu complexe. On a l'air de le décrire si simplement quand je vous ai donné cette image simplifiée plus tôt. Mais le système financier, en réalité, est un peu complexe en ce sens qu'il y a différents types d'institutions financières dans le secteur privé. On a les banques que nous connaissons tous, auxquelles on est bien habitué. Ensuite, on a les compagnies d'assurance, auxquelles également on est bien habitué à cause des assurances maladie pour les véhicules et autres. Mais on a aussi les fonds collectifs d'investissement ou fonds communs d'investissement, où plusieurs investisseurs mettent leurs ressources ensemble pour pouvoir investir dans des entreprises. On a les sociétés financières et on a les banques d'affaires qui se focalisent uniquement sur les entreprises. Tout ce secteur, tout ce système est strictement réglementé par les États. Nous verrons tout au long de ce cours-là comment sont structurées ces différentes institutions financières, comment cette réglementation de l'État est opérée pour garantir la stabilité de ce système-là. Au niveau des banques, on sait que les banques sont des institutions financières qui acceptent des dépôts et accordent des prêts. C'est la définition la plus simple possible. Elles acceptent les dépôts de notre part, des individus ou des entreprises, et elles accordent des prêts à ceux qui en ont besoin. Vous voyez qu'elles jouent ce rôle-là entre ceux qui ont des fonds disponibles et qui ne les utilisent pas, et ceux qui ont besoin de ressources et qui en recherchent.
Donc, elles accordent des prêts et elles acceptent des dépôts de ceux qui ont des fonds disponibles. On ajoute principalement ce rôle d'intermédiaire financier et c'est ce rôle d'intermédiaire financier qui est assez familier parmi les particuliers, les individus que nous sommes. Mais les banques à elles seules ne constituent pas tout ce qu'on appelle institutions financières. Il existe aussi les compagnies d'assurance, comme le citait tantôt, qui sont aussi des institutions financières, qui permettent aussi de collecter des dépôts et qui les rémunèrent. On a les sociétés de gestion d'actifs qui gèrent le patrimoine soit de familles, d'individus ou d'entreprises. On a les fonds de pension qui vont gérer toutes les cotisations retraite des individus. Et on a les fonds collectifs d'investissement qui vont s'associer plusieurs groupes, plusieurs entités pour pouvoir mettre ensemble leurs ressources pour être plus forts lors de l'investissement. Et on a les banques d'investissement qui se chargent d'investir et d'acheter soit des capitaux propres et d'entrer par les actions dans certaines entreprises. Et ce secteur s'est beaucoup développé en dehors de la banque et souvent même aux dépens de la banque. Aujourd'hui, on se disait que c'était le secteur bancaire qui devait recevoir les dépôts et les collecter et pouvoir faire des prêts. On a aujourd'hui l'heureuse surprise de voir une entreprise locale qui est internationale quand même, Orange Bank, une banque électronique, qui permet aujourd'hui, au travers de nos transactions électroniques, de pouvoir faire des dépôts et également avoir des prêts. Ce qui était d'habitude réservé aux banques uniquement. Aujourd'hui, on voit que ce secteur se développe et commence à empiéter le pas aux banques. L'autre élément qui nous pousse également à étudier les institutions financières et l'activité bancaire, c'est l'innovation financière. On a vu tout au long de toutes ces décennies l'esprit créatif des différents secteurs bancaires pour trouver chaque fois de nouveaux instruments financiers pour pouvoir faire face au changement de la culture ou de la culture de chaque nation et du monde aujourd'hui. On a vu que les gens se déplacent énormément, on a vu que quasiment les frontières, bien que physiques, ne sont plus réellement des frontières. On parle aujourd'hui de mondialisation et le secteur bancaire aussi a dû s'adapter très rapidement pour faire face aux nouvelles réalités. Quand on voit aujourd'hui, avec la pandémie que nous vivons, comme on appelle la Covid-19, on a vu que échanger des fonds avec les mains était maintenant risqué et on a vu le développement accéléré de tout ce qui est moyen de paiement électronique et monnaie électronique et toute transaction faite à distance sans avoir de contact avec l'autre acteur. On va étudier l'évolution de cette innovation tout au long du développement des banques et ainsi anticiper ou prévoir quelles pourraient être les prochaines ou futures innovations financières. Par ailleurs, nous allons également étudier la monnaie et la politique monétaire. La question, la monnaie c'est quoi en général? Les économistes la définissent en général comme l'ensemble des moyens qui sont acceptés pour le paiement des transactions en biens et services, ainsi que pour le règlement des dettes. C'est l'ensemble des moyens. Moyens, on n'a pas cité de pièces, on n'a pas cité de billets, nous avons dit ensemble des moyens. Du moment que c'est un moyen qui est utilisé et qui est accepté par l'autre comme un paiement en réponse aux biens ou aux produits qui nous ont offerts, on peut considérer cela comme une monnaie. Si une autre personne, celui qui m'a fait un prêt ou auprès de lequel j'ai emprunté de l'argent, accepte un autre bien en retour comme paiement de l'emprunt que j'ai opéré auprès de lui, on peut considérer cela comme une monnaie. On aura l'opportunité d'étudier les différentes caractéristiques d'une monnaie et comment on arrive à l'identifier et à définir. Et on étudiera aussi l'histoire de l'évolution de la monnaie tout au long de l'histoire et du développement de chaque peuple. La monnaie est liée au changement des variables économiques les plus importantes comme l'inflation, le chômage, les crises et la croissance. En effet, les économistes ayant étudié les experts ont découvert que la monnaie ou l'évolution de la quantité de monnaie dans une économie a une corrélation avec l'inflation, a une corrélation avec le chômage, a une corrélation avec les crises financières et la croissance même économique. Après tout ce que nous avons vu sur les marchés financiers, qui rassemblaient des acteurs qui avaient des ressources avec ceux qui n'en avaient pas, on a vu également que le taux d'intérêt influençait les choix et les décisions, non seulement des individus, mais également des entreprises.
On a vu que quand le taux d'intérêt est trop élevé, ça décourageait soit l'acquisition de nouveaux biens quant aux individus, soit les nouveaux investissements quant aux entreprises. On a vu que quand ces taux d'intérêt étaient favorables, ça encourageait soit l'épargne auprès de ceux qui avaient de l'argent disponible ou encourageait l'emprunt pour ceux qui voulaient développer de nouveaux projets. Donc on a vu que l'évolution, le changement dans ce taux d'intérêt, donc l'évolution dans la circulation de la monnaie peut favoriser le développement et la croissance économique ou pas. S'il y a croissance économique, ça veut dire qu'il y a de l'activité de la production, ça va également influencer le niveau de l'emploi. Donc soit réduire le chômage, soit accroître le chômage. On a vu également que s'il y a beaucoup de ressources qui circulent, donc si les gens empruntent beaucoup et qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de ressources, donc des gens achètent beaucoup plus, investissent beaucoup plus, donc la demande évoluant beaucoup plus rapidement, nécessairement on verra les prix sur le marché commencer à bouger parce qu'on sent qu'il y a de l'activité. Donc apparemment, le mouvement de la quantité de monnaie dans l'économie a une corrélation qu'on va étudier avec l'inflation, avec le chômage, avec la croissance même économique. Et ce que vous allez voir directement, à partir de là, chaque fois que vous allez pouvoir être capable d'évaluer la quantité de monnaie dans une économie, on va étudier cela, vous pourrez rapidement dire ou anticiper qu'est-ce qui va se passer et quel pourrait être l'impact sur nos choix, nos décisions, sur l'économie quand on entendra parler de ces mouvements de l'inflation ou du chômage. La monnaie également joue un rôle important dans les fluctuations du taux d'intérêt, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Oui, beaucoup d'argent qui circule effectivement, on se dit qu'il y a beaucoup de demandes. Et s'il y a beaucoup de demandes, vous savez, rapidement on vend un peu plus cher. C'est la loi du marché de l'offre et de la demande. Mais ce n'est pas que ça. Quand on étudie l'évolution, comme vous le voyez sur le graphe, l'évolution du taux de croissance de la quantité de monnaie dans une économie, ici vous voyez que c'est au niveau de la croissance monétaire, c'est au niveau du trésor américain. On regarde à long terme, en bleu, c'est la quantité de monnaie, en noir, c'est le taux d'intérêt. On voit qu'ils ont une relation, comment on peut dire ça? Une relation inversée dans leur développement. On peut voir qu'au niveau du taux de croissance, quand on arrive au niveau autour des années 80, au moment où cette quantité de monnaie est en train de chuter, on voit directement les taux d'intérêt sur le marché commencer à croître. Et vous voyez de même que quand la quantité de monnaie commence à reprendre du dessus, les taux d'intérêt sur le marché commencent à chuter. Et on peut l'observer tout au long, à part quelques exceptions. Donc on va essayer d'étudier tout au long quelle est cette relation complexe qui existe entre les taux d'intérêt et la quantité de monnaie qui circule sur le marché. Par ailleurs, comme on vient de voir que la monnaie joue sur l'inflation, joue sur le chômage, joue sur la croissance économique, que tout cela a un lien, que ça influence le taux d'intérêt, donc influence nos choix de consommation ou nos choix d'investissement. Ça influence alors, en bout de chaîne, l'économie nationale, donc l'économie des nations. Effectivement, ça devient alors l'objet de focalisation des gouvernants et des responsables politiques. Parce que si les taux d'intérêt sont changés et que ça joue sur l'économie, donc si la monnaie a une relation avec les taux d'intérêt et qu'elle influence en sens inverse les taux d'intérêt, il est important alors de pouvoir gérer cette monnaie-là. Et la politique mise en place pour pouvoir gérer cette monnaie est appelée politique monétaire. Elle nous permet de gérer la relation de la monnaie et des taux d'intérêt. Et demain, quand vous entendrez parler de politique monétaire, c'est simple. Entendez que l'État essaye d'influencer la relation entre la quantité de monnaie qui circule et les taux d'intérêt sur le marché. Pour finir, on voit que l'institution responsable de la conduite de la politique monétaire d'une nation en général, c'est la Banque centrale. Donc l'État ne se lève pas tout seul pour le faire. L'État a su placer une banque centrale. Maintenant, comme il y a des intégrations sous-régionales, on parle de banque centrale, soit régionale, ou banque centrale européenne, ou la réserve fédérale aux États-Unis. Donc ces banques centrales ont la responsabilité de la conduite de la politique monétaire d'une nation ou d'une région en général. Donc, au niveau de l'État, on parle plus de politique budgétaire. Parce que l'État, effectivement, comme les individus que nous sommes ou comme les entreprises, a des dépenses. Donc, a un budget de fonctionnement, a besoin de ressources pour financer ses activités.
effectivement, quand elle prend les impôts et que ces impôts n'arrivent pas à couvrir toutes ses dépenses, elle va aussi sur le marché financier pour emprunter de l'argent pour pouvoir couvrir les dépenses de l'État. Et c'est quelque chose que nous avons vu régulièrement dans cette nation, en particulier la Côte d'Ivoire, pendant cette période. On a vu des emprunts pour financer un développement massif. Parce que l'État a besoin également, en plus de ses ressources internes, d'emprunter de l'argent pour financer son fonctionnement. Donc, le budget mis en place pour pouvoir gérer quand est-ce qu'il faut emprunter, quelle portion des ressources internes il faut utiliser, c'est la politique budgétaire qui est l'action de l'État. L'État décide alors du montant des dépenses publiques et de ses impôts. Quand l'État alors a un excès de ses dépenses par rapport à ses recettes, principalement les impôts, c'est ce qui arrive, lorsqu'elle dépense plus qu'elle ne reçoit, donc plus que ses impôts, elle se retrouve dans un déficit budgétaire. En général, on le regarde sur une année. Mais si ses dépenses sont en dessous de ses recettes, elle va dégager nécessairement un excédent budgétaire. La question, qu'est-ce que ça veut dire? L'État doit financer ses déficits. Comment? Par l'emprunt. Quand l'État fait son budget, elle évalue les impôts qu'elle va recevoir des différentes entreprises et elle se dit par rapport à ces projets que je vais réaliser, voici ce que j'attends comme entrée d'impôts. Si ce que je vais réaliser comme dépense est supérieur à ce que je vais avoir comme impôt, l'État se retrouve dans un déficit budgétaire et nécessairement a besoin d'emprunter sur les marchés pour couvrir ce déficit-là. Mais si elle se trouve en excédent budgétaire, l'excédent est utilisé en principe pour rembourser la dette publique. Pause. Ok. Maintenant, nous allons aborder la question de pourquoi étudier la finance internationale. C'est sans ignorer qu'aujourd'hui, l'économie est une économie mondiale. On n'achète plus uniquement les biens au sein de nos divers pays et communautés. Maintenant, nous interagissons dans nos activités avec les pays voisins et des pays qui sont très loin des nôtres, qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Des pays qui n'ont pas la même monnaie que la nôtre. Aujourd'hui, avec cette pandémie, beaucoup d'entre nous avons opéré des achats à l'étranger. Nous avons commandé des choses. Pour certains qui ont pu arriver, pour d'autres, non. En général, dans ces nations, nous avons acheté ou commandé ces articles. Les prix n'étaient pas dans notre monnaie locale. Les prix étaient dans une autre monnaie qu'on appelle devise étrangère. En général, soit on achetait avec de l'euro ou avec des dollars, généralement. Sur le marché financier, c'est important d'étudier cette notion de finance internationale parce qu'une monnaie contre une autre a besoin d'être échangée. Comment pourrons-nous dire combien vaut 1000 francs CFA aux États-Unis si au milieu il n'y a pas un marché qui permet de définir les règles de combien vaut 1000 francs CFA aux États-Unis? Quel pourrait être alors le taux auquel nous allons mener l'échange entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, entre l'Europe et l'Afrique? Quel pourrait être le taux d'échange? Le marché où ces échanges entre les devises ont lieu, où ces taux sont définis, est appelé le marché d'échange. C'est lui qui nous aide à faire les transferts de fonds entre les divers pays. Il est important de comprendre ce marché-là parce que c'est sur ce marché qu'on définit effectivement le taux d'échange qui n'est rien d'autre que le prix d'une monnaie par rapport à une autre. C'est sur ce marché que ce taux-là est défini. Je me souviens d'un projet que j'ai conduit qui était financé à 100% par le groupe qui était coté en bourse aux États-Unis. Et ce projet était financé en dollars. Dans le temps, c'était autour de 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. À cette époque-là. 2,5 millions de dollars. C'est pas grand-chose, hein, normalement. À cette époque, ça représentait à peu près, on va dire, 1,7 milliard de francs CFA. 1,7 milliard de francs CFA. Nous allons lancer ce projet dans une ville
à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à quelques 120 km d'Abidjan. Et nous avons démarré le projet. Et j'étais l'analyste financier sur ce projet-là. Et il fallait tout le temps évaluer comment avancer les dépenses par rapport à la réalisation de ce projet. Alors le taux de change dans ce cas d'espèce était super important pour moi et pour nous tous. En effet, les fonds avec lesquels nous financions le projet étaient en dollars, donc étaient donnés par la société aux États-Unis. Sauf que on devait utiliser cet argent en Côte d'Ivoire, donc en francs CFA. Lorsque nous recevons cet argent, il n'était pas donné totalement dès le début du projet. Cet argent nous était envoyé par tranche. Ça veut dire qu'à chaque fois que cet argent devait arriver, on devait consulter le taux de change. Pour savoir combien devait valoir l'argent qui nous était envoyé en dollars, en francs CFA. Nous savons bien sûr que les francs CFA n'est pas une devise dans laquelle on peut convertir directement le dollar. On va comprendre pourquoi plus tard. Mais avant de le convertir en francs CFA, on devait d'abord convertir l'argent en euros. En euros, et l'euro valait vaut. Pour le moment, c'est le taux garanti. 655,957 francs CFA. Il faut le retenir, c'est le taux fixe qui a été fixé pour nous, pour convertir cet argent. Donc, la première chose, je dois le convertir en euros. Ensuite, je vais convertir ce montant en francs CFA. Effectivement, la question c'est quel est le taux de change qui existe entre l'euro et le dollar. Celui-là, il n'est pas fixe. Pardonnez, il n'est pas fixe. Il varie. Le taux entre nous et entre l'euro et le franc CFA, lui, est fixe. Mais celui entre le dollar et l'euro, lui, il varie. Ou c'est un taux variable, si vous voulez. Donc, à l'époque, l'euro, au moment où nous avons promis l'investissement, l'euro valait 1 euro pour 1 dollar. Donc 2,5 millions de dollars, c'est 2,5 millions d'euros. Il n'y a pas de problème. On a lancé le projet et au bout de 1 an et demi, le projet devait faire 3 ans. Au bout d'1 an et demi, le taux est devenu maintenant, je vous le dis, 1,2 euros, 1,2 pardon, dollars pour 1 euro. Au début, 2,5 millions de dollars valait 2,5 millions d'euros, parce que c'était 1 euro pour 1 dollar. Mais 1 an et demi plus tard, ça ne valait plus la même chose. Il me fallait plus de dollars pour 1 euro. Donc, si j'avais 1,2 million de dollars, il valait maintenant 1 million d'euros. Je perdais au milieu les 0,2. Converti en francs CFA, j'ai cette perte qui est convertie en francs CFA. Ça veut dire que je n'ai plus la même quantité d'argent que je me disais au début. Donc, le taux de change entre les diverses monnaies des différents pays ont influencé ou réduit ma capacité d'investissement ou de financement de mon investissement. Donc, vont réduire l'investissement que je désirais réaliser. Dans d'autres cas, vont conduire même à renoncer et mettre fin à l'investissement. Et ce fut le cas. Parce que, au lieu que ça me coûte 1 milliard 700 de francs CFA, le projet, il me fallait 1 million de dollars supplémentaires. Donc les nouveaux emplois qui devaient venir à cause de ce nouveau projet ont été suspendus. Un impact directement sur les emplois.
Ça devait générer de nouveaux revenus dans la région. Donc pour le pays, à cause des exportations, on a réduit ce revenu attendu. Effectivement, ça joue sur l'économie nationale. Mieux, ce projet n'était que pilote dans un ensemble de projets qui devaient avoir lieu. On visait 3000 hectares. Mais à cause de ce changement du taux de change qui a rendu le projet trop cher, on a arrêté à ce niveau, au niveau du projet pilote. Et les autres 2750 hectares n'ont jamais vu le jour. Ça représentait à peu près 3500 personnes, sans compter leurs familles, qui auraient bénéficié. Vous voyez combien de fois c'est important de suivre et de comprendre à quoi sert le taux de change. Parce que ça a un impact sur notre vie et sur la vie de l'économie où nous nous trouvons sans qu'on ne s'en rende compte. Je pourrais même ajouter que non seulement c'était de réaliser 3000 hectares en Côte d'Ivoire, mais d'en réaliser 3000 en Angola et 3000 au Mozambique. Donc vous voyez que le taux de changement juste aux États-Unis, entre l'euro qui prenait de la force et le dollar américain, a modifié toute une série de projets qui devaient influencer l'économie de 3 nations en Côte d'Ivoire, directement, en Afrique directement. Il est important alors d'étudier le marché de change et le taux de change. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le taux de change fixe comme celui de l'euro et du franc CFA, et on avait un autre qui est flottant ou variable ou flexible qui change en fonction de la demande et de l'offre et de la réalité sur le marché. On va étudier ces deux régimes de taux de change ou ces deux niveaux de parité tout au long de ce cours. On entend par parité, bien sûr, le prix relatif d'une monnaie par rapport à une autre. Donc là, on parle de parité de l'euro par rapport au dollar ou de l'euro par rapport au franc CFA. Donc demain, quand vous verrez à la télé que l'euro est devenu plus faible, dites-vous alors qu'il est plus faible que le dollar. S'il est plus faible que le dollar, c'est une bonne nouvelle. On va essayer de voir. Si l'euro est plus faible que le dollar, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que nos marchandises à l'intérieur vont coûter moins cher pour ceux qui sont dans la zone américaine ou qui dépendent du dollar. Donc on aura plus de personnes au niveau dans la zone américaine ou de pays qui utilisent le dollar comme clients. Beaucoup de demandes qui viendront de là-bas parce que nos produits seront plus accessibles, plus abordables comparativement aux leurs. Mais si l'euro est plus fort, comme ça a été le cas, ça veut dire que nos produits deviennent plus chers comparativement à ce qui s'est passé. Donc les gens ne vont pas s'intéresser trop à nos produits, ils vont trouver d'autres alternatives. Donc il est important d'étudier ces taux de change parce que dans certains cas, il augmente notre pouvoir d'achat. Dans d'autres cas, il réduit notre pouvoir d'achat. Quand l'euro est plus faible, c'est comme si on augmentait le pouvoir d'achat des Américains sur l'économie qui dépend de l'euro. Mais quand l'euro est plus fort, c'est comme si on réduit le pouvoir d'achat de ceux qui dépendent du dollar par rapport à ceux qui sont dans la zone euro. Donc la variation de ce taux de change a une influence sur notre pouvoir d'achat, donc sur nos décisions en tant qu'individu, et ça a aussi un impact sur nos décisions d'investissement, soit de continuer d'en faire de nouveau ou d'arrêter ou de renoncer. Donc il est important pour nous de comprendre ce que c'est que le taux de change, la parité et tous ces éléments. Donc tout au long de ce cours, qui est soutenu par le manuel que chacun d'entre nous avons, va nous conduire dans une démarche assez simple. On ne va pas trop nous compliquer avec des multiples notions. C'est une méthode analytique qui a une approche assez simplifiée sur la demande des actifs. On essaie d'utiliser les notions d'équilibre, mais là tout ça, ne vous en faites pas. On approche les marchés sur la simple notion de demande et d'offre pour que la relation dans notre réflexion, dans notre manière d'aborder les questions puisse être simplifiée. Offre-demande. Je pense que cette relation est encore fraîche dans notre esprit. Quand l'offre augmente, les prix sont censés baisser. Quand la demande augmente, les prix sont censés grimper. Je pense que ce jeu de relation est assez simplifié dans notre esprit. Une autre notion de base que nous allons garder à l'esprit pendant que nous allons faire ce cours, c'est la recherche du profit.
effectivement, on doit garder à l'esprit que l'agent économique va rechercher principalement son profit. Donc ça va influencer dans ses décisions et dans ses choix. On a simplifié un peu les éléments nécessaires pour aborder la réflexion. On va avoir aussi une approche, l'approche qu'on va avoir va être aussi centrée sur les coûts de transaction et l'asymétrie d'information. Les coûts de transaction, comme nous verrons plus tard, c'est que pour mener une opération, je dois prendre en compte les coûts de transaction. Et c'est très important de les intégrer. Je disais souvent à mon épouse, quand elle veut acheter quelque chose, elle compare les prix affichés dans les supermarchés et elle va dans l'endroit le moins cher. Mais normalement, en tant qu'agent économique rationnel, on devrait intégrer dans notre approche que est-ce que la distance à parcourir ne vient pas en compte dans la prise en compte de mon calcul du prix et de ma décision d'aller acheter un bien dans telle zone et pas dans une autre. Est-ce que je n'aurais pas avoir des embouteillages sur la route qui vont influencer sur mon temps disponible? Donc il est important quand on prend la décision de tenir compte de ce qu'on appelle les coûts de transaction, qui peut être dans le temps qui est nécessaire pour acquérir le bien, ou dans les dépenses que je vais devoir mettre en œuvre pour pouvoir avoir accès au bien, mais de ne pas regarder uniquement le prix du bien. On va regarder aussi la symétrie de l'information parce qu'on n'a pas toute l'information. On n'a pas la même information comme celui avec qui on va entrer en relation commerciale. On n'a pas la même information avec les autres acheteurs. Il y a toujours une différence quelque part. Mais on va tenir compte de cette asymétrie dans notre décision. Ensuite, il y a l'analyse de l'offre et de la demande agrégée. On ne va pas rentrer dans les variantes et dans les ramifications. On va considérer une demande globale sans tenir compte des subtilités de la demande pour faciliter notre compréhension. Comme quelqu'un pourrait dire, toute chose étant égale par ailleurs, qui est une notion que nous tous avons appris dans l'économie, pour simplifier notre réflexion ou notre approche des problèmes, on suppose que l'ensemble des variables autour, la plupart sont figées, et on regarde l'influence d'une seule pour pouvoir décider ou pas, ou analyser une situation ou pas. C'est pourquoi on utilise l'expression toute chose étant égale, toute autre variable restant au même niveau. Si celle-ci évolue, quelle pourrait être l'influence? C'est dans cette démarche qu'on va aborder chaque notion pour simplifier notre réflexion. Ça va nous permettre de poser des connaissances stables et permanentes tout au long du cours. On aura des modèles simples qu'on va définir et on va aussi exploiter l'actualité financière. L'idée, c'est qu'à l'issue du cours, on soit tous capables de, quand on écoute l'actualité à la radio ou suivant France 24 ou CNN si vous voulez, et qu'on voit l'actualité financière, que ça ait du sens pour nous, qu'on soit capable de l'interpréter, assez simplement. Et pour finir, on va beaucoup explorer Internet, pas pour chercher tout ce qu'on a envie de chercher. On va, tout au long de ce cours, repérer les zones d'information utiles qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour répondre aux différentes questions qu'on va se poser tout au long de ce cours. Je pense qu'à l'issue, on sera tous capables de mieux utiliser l'outil qui est Internet. On peut faire une petite pause avant. Maintenant, nous allons aborder certaines notions de macroéconomie qui seront utiles tout au long du cours. C'est des rappels de notions en principe, mais il est toujours bon de rappeler. On en a eu plusieurs, que ce soit dans la macroéconomie. Donc, on va regarder. La première notion, ce sera le produit intérieur brut, la production totale d'une nation. En général, on entend PIB, mais c'est quoi un PIB? Le PIB de cette nation où on a tel nombre de francs par tête de PIB, mais ça veut dire quoi? Le PIB ramené à la tête de chaque habitant, ça veut dire quoi? Et c'est important de se rappeler de cette notion. Donc le PIB, comme on l'a appris, c'est la valeur de marché de l'ensemble des biens et services produits dans ce pays. Quand on parle du PIB d'un pays, c'est la valeur de marché de l'ensemble des biens et services produits tout au long de l'année. Donc on évalue un PIB effectivement sur une année. Donc on regarde l'ensemble des biens qui ont été produits et l'ensemble des services qui seront fournis. Ce PIB, donc on a, bien sûr, quand on évalue la valeur, on a le prix,
et on a la quantité de biens. Quand on utilise le prix actuel de biens, c'est-à-dire le prix au jour ou de l'année considérée, on parle alors de valeur nominale du PIB ou du PIB nominal, parce qu'il est valorisé au prix actuel des biens et des services. Mais quand on choisit un prix de base ou une année de base par rapport à laquelle on évalue des prix, on parle alors de PIB réel. On dirait d'une autre façon, quand on le faisait en finance, on dirait un PIB actualisé, si vous voulez. Donc c'est sensiblement la même notion. Si on prend les valeurs nominales, vous verrez que chaque année, ayant des prix différents, le même bien, même si on a produit la même quantité de biens, tout au long de l'année, et des 2 années qu'on veut comparer, si les prix sont différents, on aura une valeur nominale différente, donc un PIB nominal différent, bien que la quantité de biens produits et la quantité de services fournis reste la même. Quand on veut comparer les pays, utiliser cette notion de PIB nominal peut être trompeur. Parce qu'on se dira que cette économie a évolué, qu'elle est en pleine croissance, parce qu'on a tenu compte que du prix, alors qu'elle a le même niveau d'activité. Dans la pratique, on utilise beaucoup plus le PIB réel. Et quand on entend parler de croissance économique, c'est en général le PIB réel qui est utilisé. C'est-à-dire qu'on a choisi une année comme une année de base et le prix de cette année est utilisé comme le prix de référence par rapport auquel est évalué les différents PIB, les différents biens et services fournis par les pays. Il y a également la notion de revenu total, des facteurs de production, c'est-à-dire la terre, le travail et le capital générés par la production de biens et services dans l'économie pendant l'année. Effectivement, des facteurs de production ont été utilisés. On a utilisé le terrain, ça peut être des bâtiments ou le terrain nu. On a utilisé la main-d'œuvre, c'est ce qu'on a qualifié par travail, et on a utilisé les ressources financières, c'est ce qu'on qualifie de capital. Et ces choses ont généré des revenus. Et c'est la somme de tout cela qu'on appelle le revenu total. Dans la pratique, comme en comptabilité générale, le revenu total est équivalent à la production totale. Parce qu'en d'autres termes, la valeur des biens produits, c'est celle qui a rémunéré l'ensemble des facteurs de production. Donc en pratique, de façon simplifiée, le PIB va correspondre au revenu total. Un autre indicateur à prendre en compte, c'est le niveau général des prix. C'est l'une des mesures des prix moyens. En général, quand on parle de niveau général des prix, comme c'est une moyenne, on a 2 façons de l'évaluer. La première façon, on l'appelle le déflateur, le PIB. Il est important d'intégrer cette notion, je peux. Le déflateur de PIB est égal au PIB nominal sur le PIB réel d'une économie. Le deuxième, c'est l'indice des prix à la consommation, ou IPC. L'indice des prix à la consommation, ou IPC. On va regarder la valeur d'un panier de biens, on va dire, d'un ménage typique urbain. On choisit quelques produits réguliers consommés par un ménage typique, on va dire à Abidjan par exemple. On se dit que voici ce qu'ils utilisent comme nourriture, voici ce type de dépenses qu'ils font. Et quand on a défini cette panier de biens,
on va comparer sa valeur à une période N plus 1 par rapport à sa valeur à la période précédente. Et comme c'est un indice, on va le ramener à 100, comme celui du déflateur. Donc, la première façon de mesurer le niveau des prix, c'est de prendre le PIB nominal et de le rapporter au PIB réel d'un pays en une année. Ça nous donne un indice. On va dire 120. Ça veut dire que le niveau de prix a varié d'à peu près 20% par rapport à la période de référence. À peu près 20%. En d'autres termes, si je connais mon déflateur, je peux déterminer mon PIB nominal par un seul calcul. Fois le déflateur. Et PIB réel peut être déterminé par le PIB nominal sur le déflat. En d'autres termes, si je connais le déflateur de PIB, je peux trouver tous mes PIB réels à chaque fois, parce que le PIB nominal est plus simple à déterminer rapidement. Donc en général, je peux recalculer mon PIB réel en faisant ce simple calcul arithmétique. Dans la pratique, c'est les indices des prix à la consommation qui sont évalués. Ici, c'est l'Institut national des statistiques qui le fait et qui publie un bulletin sur ces prix-là régulièrement, je crois chaque trimestre, chaque 6 mois, et qui nous donne un indice de prix à la consommation. C'est donné comme un indice. Si par exemple, l'indice de prix à la consommation de la période est de 130 et que je connais le PIB nominal qui est 1300 milliards, on va dire Côte d'Ivoire, si je vais trouver le PIB réel, je vais faire mes 1300 milliards sur les 130. Ça va me donner à peu près c'est ça, non? Multiplié par si le PIB réel est à 10 milliards, ça sera terrible, n'est-ce pas? Donc, ça nous donne à peu près 1000 milliards. Donc, l'indice de prix à la consommation est disponible. Vous pouvez le trouver sur le site internet de l'INS quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi le trouver sur le site, je crois, de la Banque de France. Donc, vous pouvez vous amuser déjà à rechercher les indices de prix de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, de l'Europe et des États-Unis et essayer à partir des données de leur PIB, essayer de faire ces calculs-là. Ce serait bien intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, au fil de toutes ces sessions-là, on a pu voir pourquoi c'est important d'étudier la monnaie, pourquoi c'est important d'étudier les institutions financières et les marchés financiers, pourquoi c'est si important d'étudier la finance internationale. Et on a vu que les marchés financiers jouent un rôle très critique quand il s'agit de la réalisation de la croissance économique et du bien-être économique des agents au sein d'une nation. On a vu que ce marché économique permet de mettre ensemble, de rapprocher ceux qui ont des capacités de financement ou qui ont des fonds disponibles avec ceux qui ont des besoins de financement et qui ont des projets d'investissement à réaliser. Et on s'est rendu compte finalement tout au long que les marchés financiers permettent d'atteindre ce qu'on appelle l'efficacité économique, parce qu'il n'y a pas de l'argent qui reste inutile et il n'y a pas de projets qui restent sans suite. Parce que ce marché permet de réaliser des projets rentables, de créer des emplois, on s'ajoute sur le chômage, et d'améliorer la croissance économique de la nation. Donc je nous invite chacun, tout au long des différentes séances qu'on va avoir, d'être impliqué, d'être engagé, pour pouvoir capter toutes ces notions
et de pouvoir être demain, pouvoir mieux profiter des marchés financiers, savoir comment les utiliser, savoir comment conseiller l'entreprise où nous serons, ou conseiller les personnes avec qui nous sommes, pour savoir comment utiliser les ressources qui sont disponibles sur les marchés financiers, de savoir comment interpréter les informations financières qu'on aura demain à la télé, dans les journaux, et qu'on ne soit pas illettré entre griffes concernant les finances. Je vous remercie.